Merci beaucoup d'être présent pour ce talk qui s'intitule Sécurité, Bug Bounty et PHP. Je travaille donc chez CCM Benchmark Group. Le nom de la société est assez peu connu. On est un éditeur média, d'accord. Donc notre métier, c'est globalement de mettre des sites en ligne et de les faire vivre. On a pas mal de techno assez variés. C'est une société qui existe depuis un certain temps et on est un éditeur à fort trafic. On fait environ 50 millions de visiteurs uniques chaque mois dans le monde et on sert environ 700 millions de pages vues. Donc ça commence à causer. On a environ 350 dépôts Git, le chiffre un peu ancien, je pense qu'on va être pas loin des 400, et autant de sources potentielles de failles de sécurité. Durant les 40 minutes qui vont arriver, je vais vous faire un retour d'expérience concernant des failles de sécurité qui ont existé dans notre code. Alors pas tout à fait dans le même contexte, pas tout à fait de la même manière, mais des choses qui nous ont été remontées et dont on ne pensait pas que c'était possible. Aujourd'hui, mon objectif n'est pas que vous sachiez sécuriser une application. D'accord ? C'est impossible de l'apprendre en 40 minutes, voire c'est impossible tout court. Par contre, je cherche à vous faire prendre conscience qu'en tant que communauté et qu'en tant que développeur, on est tous collectivement assez nuls en sécurité. D'accord ? Donc là, vous vous dites, ça sent l'embrouille, le mec vient de parler de sécurité et commence par dire, on est nuls. Sans l'embrouille venir. On en reparlera à la fin. Mais c'est pas grave de se dire qu'on est nul, puisque à partir du moment où on en prend conscience, c'est là où on va pouvoir commencer à progresser, corriger le tir, et enfin sécuriser nos applications, et donc sécuriser les données de nos visiteurs, et mieux sécuriser Internet d'une manière générale. Ça va se dérouler en deux temps. Pendant la première partie de la presse, je vais vous faire une démo sur une petite appli que j'ai conçue. Cette démo, je vais vous montrer des exemples de failles de sécurité que j'ai un peu reproduits dans un contexte un peu différent. Pour cette démonstration, j'ai fait une petite application qui permet à un visiteur d'envoyer l'URL d'un article. On va récupérer le code source de la page qui est linkée et on récupère notamment les métadonnées sociales de l'article pour pouvoir présenter le lien sous forme de petite carte, parce que c'est un peu plus sympa. Donc, j'ai des articles qui sont déjà ajoutés. On va prendre un nouvel article, par exemple l'interview cette année du président de la FUP. Je vais vous demander d'ignorer pour l'instant cette petite liste déroulante, elle nous servira un peu plus tard. Et on va voir si ça marche. Merveilleux. Bon, déjà, c'est toujours ça de gagner, parce que quand on fait des démos en presse, c'est jamais gagné que ça marche. C'est déjà une bonne chose de se dire que la première démo a marché. Donc pour l'instant, ok, on ajoute un lien, ça fonctionne. On ne va pas pour l'instant parler de ce qu'il y a derrière l'application. On va regarder les choses d'un point de vue attaquant. Qu'est-ce qu'on a comme surface d'attaque sur cette application pour pouvoir triturer un petit peu l'application, triturer un petit peu le serveur, savoir un petit peu plus. En apprendre de l'extérieur. A priori, on a une application qui est capable de faire des requêtes à l'extérieur. Ça, c'est un premier élément qui est hyper intéressant. On va travailler principalement à partir de cette page pendant cette démonstration, puisque, a priori, c'est là que tout se passe, on a des requêtes qui vont se faire à l'extérieur. Mettons-nous dans la peau d'un attaquant, imaginons qu'on a un nom de domaine qui répond, d'accord, et on va vérifier que déjà, on est capable de venir récupérer les métadonnées de cette page dans un périmètre que je maîtrise en tant qu'attaquant. Waouh! Bon, on a un attaquant, hein, donc comme toujours, quand on parle d'attaquant, on met un mec avec une capuche dans le noir, c'est évidemment comme ça que ça se passe dans la réalité. Pour l'instant, on n'a rien appris, mais on sait qu'on est capable de venir requêter notre serveur. Première des choses qu'on va faire, on va aller voir le serveur de l'attaquant, et on va démarrer un petit serveur Netcat. Donc Netcat, ça va nous permettre d'écouter la requête qui va arriver et de voir le contenu de la requête HTTP qui est effectuée par le serveur de l'application. On va le démarrer sur le port 8080, parce qu'on a déjà le port 80 qui est occupé par Apache. C'est lui qui a répondu à la page qu'on a vue précédemment. Très bien. Et on va essayer de voir ce qui se passe si maintenant on appelle le site de l'attaquant, mais sur le port 8080. Alors de ce côté-là, on voit que ça mouline un peu plus longtemps, probablement parce qu'il est en train d'attendre une réponse. Netcat lui donnera jamais de réponse. Par contre, ici, on a vu pas grand-chose d'intéressant. Première des choses, je ne vois pas spécifiquement de user agent, je ne vois pas d'éléments très spécifiques dans la requête.
mais c'est toujours intéressant, on le garde dans un coin de la tête. La deuxième des choses qu'on va essayer de faire maintenant, c'est de voir si on est capable d'aller requêter autre chose que des ressources extérieures. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour aller requêter autre chose que des ressources extérieures? Donc on voit qu'ici, on a une erreur qui est apparue. Pour les besoins de la démo, j'affiche à chaque fois le message d'erreur de la librairie sous-jacente. Ça n'arriverait pas dans une application réelle, mais si, ça va nous aider pour la démo. On a une erreur en rouge, très bien. Qu'est-ce qui se passe maintenant si j'essaye d'accéder à la boucle locale sur le port 80? A priori, je sais que sur ce serveur-là, j'ai un Apache, un Nginx, quelque chose en serveur web qui écoute. Ce n'est pas dit qu'il écoute sur l'IP local, il peut écouter que sur l'IP externe. On peut toujours essayer. Ah, très bien. Donc on voit que notre applicatif, il écoute sur son IP local, c'est le site directement qui répond dessus. Très bien, a priori, on est capable d'aller requêter des IP locales. Ça commence à être intéressant. Si maintenant j'essaye d'aller requêter un port qu'on ne connaît pas, histoire de voir comment l'applicatif va se comporter. Bon, une erreur est survenue, a priori, il n'y a pas grand-chose. Maintenant que je sais ça, je vais essayer de taper des IP, enfin des ports d'applicatifs qui écoutent du HTTP, qui sont fréquemment trouvés sur les infrastructures. Un des très très bons candidats dans ce genre de cas, par exemple, c'est le port 8500. Le port 8500, c'est un port qui est utilisé par un logiciel qui s'appelle Consul, qui est utilisé beaucoup en management d'infrastructure, et il écoute par défaut sur le port 8500. On va voir ce qu'il nous répond. Une erreur est survenue, a priori, on ne peut pas trop chercher de ce côté-là, s'il est là, ce n'est pas sur ce port par défaut. Un autre très bon candidat dans ces cas-là, c'est d'aller écouter le port 9200, le port par défaut d'Elasticsearch. On valide. Alors là, c'est intéressant. Le comportement de l'application a changé. J'ai plus une erreur en rouge, j'ai une erreur en jaune. Là, on pourrait supposer qu'on a une réponse HTTP, par contre, on a été incapable d'aller récupérer les données sociales qu'on cherche dans une page HTML. OK, donc ça, pour l'instant, on ne sait pas trop quoi en faire. On sait qu'il y a du Elasticsearch, a priori, qui tourne quelque part. Intéressant. On se le note, on se le garde pour plus tard, ça me permet de reconnaître l'infrastructure. Là, ce que je suis en train de faire manuellement et qui nous prend un petit peu de temps, on pourrait parfaitement imaginer l'automatiser, d'envoyer des tas de requêtes pour pouvoir scanner toute l'infrastructure, non pas que la boucle locale. Là, on est dans un exemple très simplifié, sur une VM, tout tourne en 127.0.0.1. Par contre, je pourrais parfaitement accéder aux autres IP, du range 10, du range 192, pour pouvoir voir des choses un peu intéressantes dans une infrastructure plus conséquente. OK. Maintenant qu'on est là, j'aimerais qu'on fasse une petite pause. Qui, dans la salle, considère que faire du code testable, c'est important, que c'est un signe de bon découplage? Moi, je considère que faire du code testable, c'est important. Qui fait des tests unitaires et met ce principe en application? Là, on a quand même pas mal de mains qui se lèvent. Okay. Qui considère que la sécurité de son application, c'est important? Là, tout le monde lève la main, évidemment, on ne peut pas ne pas être d'accord avec une affirmation générale. Par contre, qui met en œuvre des mesures pour vérifier la sécurité de son application? Et là, on voit que c'est beaucoup plus clairsemé. Est-ce que finalement, on ne pêcherait pas un peu par excès d'orgueil, un peu comme un développeur qui dit « j'ai pas besoin de faire de tests unitaires, moi je fais du code qui n'a pas de bug, je ne fais jamais de régression, tout se passe bien, pourquoi j'irais m'embêter? Je suis un tueur. » Est-ce que finalement, on n'appliquerait pas un peu ce concept-là, dont parfois on peut se dire que c'est risible, à la sécurité? Et à ce moment-là, c'est peut-être nous qui devenons risibles. Ça, c'est la situation à laquelle on était il y a 2 ans. Donc, reprenons la démonstration où on en était. À ce moment-là, on a commencé à scanner l'infra, on a fait une petite reconnaissance des services, c'est intéressant, on voit qu'on est capable d'aller voir plein de choses sur l'application. On sait qu'il y a un Elasticsearch qui tourne, très bien, c'est intéressant, mais est-ce qu'on pourrait faire exécuter des choses à notre application? Là, peut-être que HTTP ne sera pas notre meilleur candidat. Peut-être qu'on va pouvoir faire d'autres choses. On va supposer que derrière, c'est curl qui fait les requêtes, parce que franchement, c'est toujours curl qui fait les requêtes quand on fait du PHP. Et quand on regarde une sortie de curl-v sur un serveur récent, donc c'est la Ubuntu 18.04, c'est la version LTS qui est en cours, on voit qu'il supporte plein de protocoles. Pas que HTTP, pas que HTTPS. Il peut faire plein de trucs. Des trucs, en général, on ne sait pas que ça existe.
Celui qui va nous intéresser là, c'est Gopher. Gopher, c'est un protocole qui était concurrent de HTTP, qui est plus vraiment utilisé. Par contre, curl, il peut toujours y accéder. Et va nous intéresser pour une raison assez amusante, on va dire. Gopher, il est capable, en une URL, d'aller se connecter à un service telnet et lui envoyer des requêtes en multiligne. Le prochain exercice qu'on va essayer de faire, et là ça va commencer à être un peu plus drôle, c'est qu'on va essayer de faire envoyer un mail par l'application à partir du petit champ qu'on a vu. Comment est-ce que c'est possible? Un mail, pour envoyer un mail, il nous faut un serveur SMTP. Serveur SMTP, on va lui envoyer sa commande en telnet. Vous voyez, ça c'est la forme standard d'un mail, c'est celui qu'on va essayer d'envoyer avec l'application. Hello localhost, très bien, j'envoie le from, donc l'adresse de l'expéditeur, l'adresse du destinataire, etc., etc., un sujet, un corps de texte et la fin de connexion. Très bien. Comment est-ce qu'on peut faire? Il nous suffit, avec le protocole Gopher, d'envoyer ça sur le port et l'IP du SMTP. On va supposer ici que notre serveur SMTP écoute sur le port standard, le 25, et qu'il est présent directement sur la machine locale, 127.0.0.1. On écrit un petit script pour le faire automatiquement, d'accord, parce que souvent c'est un peu sujet à erreur quand on va commencer à faire ce genre de choses. On suppose que le petit texte qu'on a vu avant, il est dans cette mail. On envoie avec Gopher sur le host 127.0.0.1 le port 25, un slash, une lettre aléatoire qui est ignorée par le protocole, donc on met ce qu'on veut. Et enfin, la version raw URL en code du mail qu'on a vu juste avant. Appelons-le tout de suite et voyons si ça marche. OK, là il m'a juste retourné ma ligne Gopher. On va aller la copier-coller dans l'application et on va voir ce qui se passe. Ça mouline. Lien spécifié n'est pas valide. J'ai pas une erreur en rouge. A priori, j'ai tapé quelque chose qui répond. Pour les besoins de la démo, pour faciliter ce que je vais vous montrer, ici, j'ai la sortie de la réponse curl, qui n'est pas affichée à l'attaquant, mais nous, on peut la regarder. On voit qu'ici, j'ai la réponse qui semble être celle de mon SMTP. Et il me dit queued as, et il me donne un ID. A priori, mon serveur SMTP a accepté l'envoi de mon mail. Maintenant, on va aller vérifier si on l'a réellement reçu. Alors, merveilleux. J'ai réussi à envoyer un mail. Donc là, vous voyez, on est dans un premier exemple un peu plus invasif, puisque ce mail-là, il est envoyé depuis mon infrastructure. Donc ça veut dire que je pourrais parfaitement m'en servir pour envoyer une campagne de phishing qui pourrait passer le filtre anti-spam, puisque c'est envoyé depuis le domaine qui a le droit d'envoyer des emails. Donc là, on commence à dans des choses un tout petit peu plus invasives. On va essayer maintenant de sécuriser un petit peu notre application. On reprend notre côté plus codeur que développeur, que attaquant, pardon. On va regarder un tout petit peu le code. Ça, c'est le crawler de base. C'est celui qu'on est en train d'utiliser. C'est une implémentation hyper naïve de curl. D'accord, on dit de renvoyer le retour de curl, on met un petit timeout, on suit les redirections. Si jamais j'ai une erreur curl, j'envoie une exception. C'est le message qu'on voit tout à l'heure indiqué dans les sorties en rouge. On fait le dump que vous venez de voir et on renvoie le tout. Tout simple. Je pense que c'est une version qu'on est susceptible de trouver dans plein d'applications. Pour sécuriser ce qu'on vient de voir, la première des choses à faire, finalement, c'est de commencer par vérifier le protocole. A priori, HTTP, HTTPS sont les deux seuls qui vont nous intéresser. Donc, on se rajoute ces trois petites lignes. On utilise la fonction parse URL de PHP qui me renvoie le schéma. Je vérifie si c'est HTTP, HTTPS. Et si ce n'est pas le cas, je lance une exception. OK, super. C'est là que la petite liste déroulante qui est ici va nous servir. Elle est là uniquement pour les besoins de la démo. Elle va nous permettre de choisir la version du crawler qu'on utilise. Utilisons la version 2, que je viens de vous montrer. Essayons à nouveau d'envoyer un mail. Ah, là, on est bloqué. A priori, on commence à être pas mal. La deuxième des choses à faire, c'est d'aller sécuriser les appels à l'infrastructure locale.
D'accord? On se dit, bon, les IP locales, il n'y en a pas tant que ça. On a ces listes-là, globalement, de range privés, réservés. On pourrait être tenté de faire une petite regex pour aller valider qu'on n'est pas sur ce genre de cas. C'est une mauvaise idée. On est passé par là, c'est une mauvaise idée, je vous le dis. Les IP, il y a plein de manières un peu détournées de les écrire. Il y a des gens très sympas qui font des petits scripts en Python, on donne un IP, ils nous donnent toutes les versions obscurcifiées de cette IP. Donc par exemple, toutes ces écritures sont relativement équivalentes. A priori, la piste de la regex, elle est plutôt à laisser tomber de côté. Comme je vous le disais au début, PHP, il a tous les atouts qui nous permettent de sécuriser nos applications. C'est juste nous qui, soit ne connaissons pas les surfaces d'attaque possibles, soit ça nous trouve flemmard pour le mettre en œuvre. Ici, on a tout simplement l'appel à la méthode filterVar. On peut demander à vérifier si c'est une IP qui ne fait pas partie des ranges privées ou des ranges réservées. Vous voyez, out of the box, PHP me fournit tout ce qu'il faut. On peut donc faire un petit if tout simple qui dit si ça ressemble vaguement à une IP, on passe par le filtre de vérification d'une IP, sinon on passe par le filtre de vérification d'un domaine, puisque PHP inclut aussi un filtre pour vérifier ce genre de choses. Sinon, on lance une exception. Une fois qu'on l'intègre dans notre code, ça donne ça. Vous voyez, on retrouve ici nos deux lignes pour l'HTTP et le HTTPS, et nos vérifications en plus. Super. On va tester ça tout de suite. Donc, ça freeze. Ok, on est reparti. On utilise la version 3. On essaie d'accéder à nouveau à la boucle locale sur le port 80. C'était le plus marrant, celui qui arrivait réellement à ajouter un lien. Et on voit ce qui se passe. Super! Félicitations! A priori, on a réussi à sécuriser notre formulaire. C'est cool, non? Ou pas? Qu'est-ce qui se passe si je vous dis que les deux failles que je vous ai montrées et qu'on a corrigées sont encore présentes dans notre code? Je vous l'ai dit, on a à notre disposition un domaine d'attaque. OK? On peut essayer de renvoyer des réponses un peu construites pour induire en erreur l'application. En utilisant toujours la version 3 de notre crawler, celui qu'on vient de travailler, on va passer par une redirection sur le site de l'attaquant. Qu'est-ce qui se passe si je valide? Ah, c'est amusant, j'ai le domaine de l'attaquant qui apparaît, et ici j'ai les métadonnées de l'applicatif principal. Et qu'est-ce qui se passe si je fais un petit test où j'essaie de rediriger l'applicatif, cette fois-ci vers mon petit script en Gopher. Donc toujours la version 3. Ça mouline, lien spécifié pas valide. Une sortie de serveur SMTP. A priori, il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, ça met un petit peu de temps à arriver. J'ai réussi encore à envoyer mes mails. Bon, là-dedans, j'ai envie de dire, il n'y a pas tellement de mystère. On dit explicitement à notre code de suivre les redirections. C'est un cas assez classique. Bon, il tombe sur une redirection, il la suit. Et là, il m'a suffi de préparer ces deux petits fichiers qui font header, la location vers laquelle renvoyer, qui sont les exemples que je vous ai montrés précédemment, et exit. Vous voyez, finalement, c'est un petit bypass tout simple à mettre en œuvre. Bon, pour bypasser le bypass, si on reprend notre code, cette fois-ci, on va désactiver le fait de suivre automatiquement les redirections. Par contre, le fonctionnel qui fait qu'on veut aller voir ce qui se passe derrière une redirection, on veut le conserver, évidemment. Sinon, il y a plein de cas où ça ne va plus marcher, quelqu'un qui met un lien en HTTP alors que le site est en HTTPS et qu'il y a une redirection entre les deux. Bon, il faut qu'on le suive. OK, ça c'est le code qu'on avait déjà. Quand on a la réponse, on peut demander le code HTTP de la réponse à curl, il va nous répondre. On regarde si c'est une redirection, donc si c'est entre 300 et 310, mais près d'une 304 qui n'est pas une redirection. On inclut au passage une petite détection de redirection de boucle infinie, d'accord, ça on y pense, et on va appeler de manière récursive notre méthode initiale. Donc on va repasser par tous nos traitements qu'on a mis en œuvre. C'est plutôt cool. OK. On intègre ça dans la version 4 du crawler.
Et là, notre crawler, il a déjà bien grossi par rapport à la première version qu'on avait. On va les tester tout de suite, d'accéder à la boucle locale de l'application. À partir de ce moment-là, je vous le dis, on n'arrivera plus à faire du gopher. Par contre, on peut encore faire des choses un peu amusantes. C'est la version 4. On passe par la redirection. Et là, on passe dans nos manip initiales qui dit Wrong IP. Super! Bravo! Tous ensemble, on a sécurisé notre formulaire. Ou pas? Ou pas, parce qu'il y a plein de choses en fait auxquelles on ne pense pas, mais les attaquants, ils y pensent. Je ne sais pas si vous connaissez par exemple les domaines en xip.io. Xip.io, c'est un petit domaine, et je vais vous le montrer à la limite sur une sortie dig, ce sera plus parlant. Il va répondre sur une requête DNS, une IP qui est celle que je vais lui donner en tant que sous-domaine. Donc par exemple, le domaine complet 127.0.0.1.zip.io, ça résout sur 127.0.0.1. Et ça, on peut s'amuser avec plein d'IP différentes. On est capable du coup d'avoir un enregistrement DNS qui va répondre une IP locale. Et ce sera parfait. Bon, bah, a priori, on peut toujours se débrouiller pour accéder à l'IP locale. 127.0.0.1.xip.io, on tape le port 80 qui est le port par défaut du HTTP. Et, à nouveau, on arrive à accéder au serveur local. Allez, promis, j'en ai une dernière sur ce formulaire-là. On va donc, hop, cette fois-ci faire appel, puisqu'à nouveau PHP a tous les outils pour nous aider à sécuriser, à la fonction getHostByName. Cette fonction-là, elle nous permet de récupérer l'adresse IP associée à un nom de domaine. D'accord? Donc c'est l'équivalent PHP du dig que je viens de faire. On va faire passer cette IP par les filtres de vérification, le même qu'on avait tout à l'heure, et a priori, ça devrait plutôt bien se passer. Donc, intégré dans le code, on a la version 5 qui est ici, qui dans notre petit if, qui dit ça ressemble vaguement à un domaine, on fait ça. OK. A priori, on est bon. On fait un test. Version 5. Le xip.io. J'ai ma petite exception qui est lancée. Super! On a validé, on a sécurisé notre formulaire. Ou pas? Eh oui, alors là, on va commencer à rentrer dans des choses un peu plus techniques et très amusantes. Je vais vous montrer, il y a des gens passionnants sur Internet qui font qui mettent à disposition des serveurs DNS qui font des choses très amusantes. On va l'appeler et on va regarder ce qui se passe. Alors, partons. Ça mouline, ça mouline, ça mouline. Ah, connection timeout. 127.0.0.1. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah bah celle-là va pas marcher. C'est dommage, elle est rigolote. On va regarder la sortie dig de ce domaine-là et on va voir ce que ça donne. Je fais un premier dig sur mon domaine et je vois qu'il me renvoie 127.0.0.1. Je fais un deuxième dig sur ce domaine et je vois qu'il me renvoie 8.8.7. C'est un peu bizarre, mais je n'ai pas du tout les mêmes réponses entre deux appels. J'ai réussi à accéder à mon IP local. Qu'est-ce qui se passe? Bah ça, c'est pour le coup, le petit code qui existe, il est très amusant. On dit explicitement, réponds-moi un enregistrement A, qui va répondre l'IP 8.8.8.7 une fois, puis à la prochaine requête répondra 127.0.0.0.1 une fois, et fait ça en boucle de manière infinie. D'accord? Donc qu'est-ce qui se passe quand on regarde à nouveau notre code de tout à l'heure, sur lequel on était si fiers, puisqu'on avait réussi à le sécuriser? C'est qu'on fait une première récupération de l'IP, on voit que ce n'est pas une IP locale, et après on passe le tout à curl en disant « Vas-y mon ami, tu peux y aller, c'est du tout bon ». Et là, curl, il va relancer, on va appeler la lib curl, il va refaire sa résolution DNS, et puis comme c'est la deuxième résolution, et ben, il va avoir 127.0.0.1. Celle-là, elle est très très drôle.
Et je vais accélérer un petit peu, sinon on ne va pas s'en sortir. Pour corriger ce genre de choses, avant PHP 7, on était un tout petit peu perdu. Maintenant, PHP 7 supporte les dernières versions de curl, et notamment, on peut forcer l'IP sur laquelle curl doit se connecter. L'option elle est un petit peu barbare. On indique le nom d'hôte auquel on fait référence dans cette option. C'est un tableau, donc on peut en mettre autant qu'on veut. Le port distant et l'IP sur laquelle il doit se connecter. Donc on va aller mettre ça dans notre bout de code. C'est la dernière version de cette démo-là. Et cette fois-ci, on va forcer la résolution sur l'IP qu'on a récupéré avec le getHost by ADDR. On va vérifier qu'on n'arrive plus à accéder à l'IP locale. Tac. Je l'avais testé sur un port 9200. Et cette fois-ci, on n'arrive plus à se connecter. Félicitations, on a sécurisé ensemble notre formulaire. Ah là, on peut y aller. Cette fois-ci, je pense qu'il est vraiment blindé. Je vais faire très très vite sur la phase suivante que je voulais vous montrer. Notre application, elle a une deuxième fonctionnalité qui nous permet notamment de recevoir un webhook à chaque fois qu'il y a un nouveau lien qui est ajouté. Première des choses qu'on va faire, on voit que ce webhook, on peut personnaliser le token qu'on va recevoir. D'accord? Et on va faire un petit test sur le domaine de l'attaquant. Et on va redémarrer notre serveur Net4 qu'on avait tout à l'heure. On enregistre le webhook, on met un nouvel article. Imaginons que, par exemple, il parle du baromètre des salaires, de la FUP, on valide, ça mouline, et là, on voit une sortie Net4, la requête qui arrive. C'est une requête post, d'accord, qui se connecte à mon host, qui est du JSON. On voit le token qui est injecté sous forme de header, la content collect et le payload, qui est une version JSON des métadonnées qu'il a récupérées. Qu'est-ce qu'on peut faire? Là, on est dans une faille qui est un peu technique, et c'est pour ça que je dis qu'on est nul en sécurité, parce que nous, on n'y pense pas, mais les attaquants, ils le connaissent. On va essayer d'envoyer ce payload-là. Je vous rappelle que tout à l'heure, on a, pendant la reconnaissance d'infrastructure, vu qu'on avait un Elasticsearch qui tournait. Elasticsearch, c'est donc un moteur de recherche full text, entièrement piloté par une API HTTP. Il y a plein de endpoints sur curl, sur Elasticsearch, pardon, qui acceptent du POST, notamment l'API delete by query. Delete by query, on lui envoie une requête au format JSON et il va supprimer tous les documents qui matchent cette requête. Ici, on a une requête qui match l'intégralité des documents. OK. Comment est-ce qu'on pourrait, à partir de ce qu'on vient de voir, être capable d'envoyer ce payload à notre serveur Elasticsearch? Là, ça commence à devenir vraiment amusant. On va... tac, tac, tac. On a fait un petit script qui va nous aider à enregistrer un webhook. Pardon, celui-là, c'est... hop, je suis perdu. En gros, il y a un point qui est hyper important, c'est qu'on va essayer de mettre ça dans le token qui est envoyé en header. On va essayer de le mettre en token, dans le token qui est envoyé en header, et après je vais vous montrer quelle est la forme de la requête qui est envoyée. Commençons par supprimer le webhook qui est déjà enregistré. D'accord? Et ensuite, on va donc, à partir d'un petit script qui nous permet de valider automatiquement le formulaire, parce que c'est un peu compliqué, on va essayer d'envoyer ceci, dans le token directement. Create webhook injection, on va l'envoyer vers le domaine de l'attaquant, histoire de voir la sortie. Et on envoie le contenu du fichier send to webhook. OK. Ça me permet de valider automatiquement le formulaire, c'est plus facile. Et on va regarder la liste des webhooks qu'on a ici. On a une requête qui ressemble vaguement à ce qu'on a fait. On rajoute un nouvel article. On peut prendre n'importe lequel à la limite qu'on a déjà ajouté, parce que comme on va vider la base d'ici 2-3 minutes, c'est pas très important. J'ai oublié de démarrer le serveur Net4. Donc on va la refaire.
je pense que je ne suis pas sur le bon port. C'est pas grave. Ok, on a reçu une requête post qui a une forme un peu bizarre. Ici, on voit qu'au lieu du token qu'on était censé avoir, on récupère l'entête content link qui était dans le fichier que je vous ai montré, un retour à la ligne, un payload, deux retours à la ligne, et ensuite le contenu de la requête originale. Ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'un serveur HTTP standard, il prend l'entête content link et s'arrête de lire une fois de la fin du content link. Donc, en étant capable de manipuler le content link, d'envoyer deux retours à la ligne et un payload, je suis capable de complètement gruger le payload que j'envoie à mon domaine. Essayons de mettre ça plutôt en application. Commençons déjà par supprimer le webhook et essayons de faire manger ça à notre serveur Elasticsearch. Alors, tac, cette fois-ci. Delete by query, je pense qu'on n'est pas trop mal. Ok, on va valider le petit curl qui m'a renvoyé. Ici, pour simplifier, j'ai enlevé les tokens CSRF, mais ça ne nous empêcherait pas de le faire de manière assez simple en curl. On va voir si notre token est enregistré. Non. La quote, on me dit. Merci. Ok, on va rajouter un nouvel article, on va reprendre celui-ci. Boum, on valide. Bah, je comprends pas, j'ai encore tous mes liens qui sont là, c'est bizarre. Attendez. Si je rafraîchis, qu'est-ce qui se passe? Ils sont encore là. Tac, tac, tac. Est-ce qu'on envoie sur la bonne IP? Est-ce qu'on peut vérifier le webhook? 116.0.0.1, 9200. Je suis peut-être pas bon sur... On va la refaire. Elle est vraiment trop amusante, celle-là, pour ne pas vous la montrer. Ok. On n'a pas de webhook, on supprime celui-là, c'est pas le bon. Et enfin, tac, tac, ok. On devrait avoir quelque chose qui est un peu mieux. Nouvel article, boum, Geoffrey Bachelet, si tu nous entends. On a tous nos articles. Je rafraîchis la page. J'ai plus rien dans mon Elasticsearch. On ne va pas s'attarder sur la manière de vérifier, de corriger ce truc-là. C'est assez simple. On réapplique les mêmes vérifications qu'on a fait sur le premier formulaire. On vire tous les retours à la ligne dans tout ce qu'on est susceptible d'envoyer à un curl. Vous voyez, je ne l'ai pas fait sur l'URL parce que curl sécurise l'URL à ce niveau-là. Par contre, il ne sécurise pas les headers qu'on envoie. Par contre, certains proxys entre les deux sont susceptibles de réinterpréter l'URL et de faire du multiligne sur un truc qui était en une seule ligne à la base. Donc faites attention aussi quand vous avez des proxys sur l'URL que vous utilisez. On va passer sur cette démo-là et on va parler culture sécu, ce qu'on avait chez CCM Benchmark. Franchement, je ne vais pas vous mentir, il y a 2 ans, notre culture sécu, elle était assez mauvaise. C'était franchement pas ça. On faisait quelques pentests. Donc un pentest, c'est quand on a une société qui est mandatée pour venir trouver des failles sur notre infrastructure. On surveillait Open Bug Bounty, qui est une plateforme qui permet de faire du responsible disclosure sur des XSS. Le responsible disclosure, c'est que la XSS n'est rendue publique qu'au bout de 90 jours, si elle n'a pas été patchée par la société qui l'héberge. Et surtout, on croisait les doigts pour ne pas avoir de problème. Mais ça, c'était avant. Parfois, quand on gère un programme de bug bounty, et je vais vous en parler, on est susceptible de recevoir des DM un peu bizarres sur Twitter. L'année dernière, j'ai eu l'occasion d'aller à San Francisco avec Fred. Après 12 heures d'avion, première chose que je fais, c'est de rallumer mon téléphone, checker Twitter. Et là, je reçois des petits messages d'un chercheur que je connais bien, qui me dit « J'ai trouvé tes releases, est-ce que je peux tenter des RCE ?» Donc Remote Code Execution. Je lui ai dit d'y aller. Et à partir du même genre de faille que je vous ai montré, il a été capable d'enregistrer son serveur comme étant le master de notre serveur Redis à nous. Et il était super content, parce que forcément, déjà, c'est pas facile à faire, et puis surtout, ça lui a permis de trouver des idées pour la prochaine nuit du hack. Je vous parle de bug bounty, mais qu'est-ce que c'est un bug bounty?
Bug Bounty, c'est une idée un peu bizarre. Ça a été popularisé ça a été inventé par les mecs de chez Netscape, popularisé par des grosses boîtes, genre Google, Facebook, Amazon, qui invite les chercheurs en sécurité à essayer de tester votre application, vous remontez les failles de sécurité, et en fonction de la faille, vous vous promettez un reward. OK ? On s'est lancé là-dedans. Ça fait un peu plus de 2 ans qu'on gère des programmes. Le premier scope qu'on a ouvert, c'est system.net. Donc c'est la version anglophone de comment ça marche.net. On a rédigé un scope, on a pris connaissance du process, on a défini nos guidelines de rewards qui sont internes, on a ouvert en privé, d'abord, un petit nombre de chercheurs, et on a ouvert en public. Ça, c'est le workflow qu'on nous a transmis. Il faut savoir que, j'ai l'impression que tout est compliqué en sécurité, même le workflow pour gérer la plateforme qui gère les trucs de sécurité. Voilà, donc une fois qu'on a mangé ça, on était prêt à ouvrir, on était hyper excités. On nous a promis un démarrage en douceur, on s'est pris 25 rapports en 2 jours. Ça nous a saoulés. On s'est pris 40 rapports en 8 jours. On s'est dit qu'ils n'allaient jamais s'arrêter. Et puis on a commencé à regarder les premiers rapports de vulnérabilité. Là, on s'est dit, mais je ne comprends même pas ce que le mec est en train de faire. On a ressenti une espèce de mélange de peine, de honte, pour avoir laissé passer ce genre de faille. Voilà, on tombe en admiration devant la créativité du chercheur quand il met en œuvre ce genre de faille. Et ça peut continuer avec des tas de sentiments, et surtout, le vrai problème, c'est que ça ne s'arrête pas souvent. Pourquoi est-ce que c'est important quels sont les prérequis pour avoir un bug bounty? Il faut bien communiquer. Un bug bounty, c'est à la fois de la commande interne, d'accord? À partir du moment où on considère que les chercheurs peuvent venir casser votre prod et peuvent venir aller faire des petits tests de genre que je vous ai montré sur votre prod, même si on leur demande de ne pas faire des choses invasives telles que je vous les ai montrées, il faut bien communiquer avec vos clients, d'accord? Il faut leur dire, attention, vous pouvez voir des messages un peu bizarres. Il faut bien communiquer avec vos devs, il faut bien communiquer avec la communauté de chercheurs que vous gérez. D'accord? Parce que parfois, il y a une faille qui va prendre un peu de temps à remonter, on a une dépendance externe, Presta par exemple, c'est hyper important de bien communiquer. Il faut prévoir du temps pour le gérer. Et ça, c'est un vrai problème, par exemple, quand on est dans une organisation à temps planifié comme du Scrum, c'est là où il faut faire très attention, parce qu'un bug bounty, ça prend du temps à gérer. Il faut lire les rapports, il faut essayer de comprendre, il faut essayer de voir si on reproduit, il faut corriger, il faut demander au mec si on a corrigé, il faut le payer, il faut tout ça. Il faut prévoir du temps donc, pour résoudre les vulnes, il faut prévoir du cash, parce qu'à partir du moment où on promet des rewards aux gens, ça coûte de l'argent. C'est de l'argent qu'on ne peut pas prévoir, puisqu'on ne sait pas ce que les gens vont trouver. En moyenne, un programme, la première année, c'est dans les 10 000 € qu'il faut prévoir. Et donc ça reste quelque chose d'assez raisonnable. À ce moment-là, on pourrait être tenté de se dire « Super, moi j'en ai marre de payer ces trucs-là, je vais plutôt payer des formations à mes devs, comme ça ils vont apprendre des trucs. » Sauf que là, on vient de le voir, honnêtement, PHP, en tant que dev, on n'est pas des pentesters, on n'est pas des attaquants. Ce n'est pas notre métier. On ne sait pas le faire. On ne va pas devenir des pentesters. On ne va pas devenir responsable de sécurité dans l'IT. Donc, il vaut mieux essayer de travailler sur la pratique et de confier ça à des gens dont c'est le métier, qui savent faire, c'est leur domaine d'expertise, ça les fait marrer. C'est amusant en plus, c'est vrai. Et je vais conclure là-dessus, on n'aura pas le temps pour les questions. Petite question du lundi, petit florilège des questions du lundi que nos sysadmins et nos devs ont pu se poser quand il y avait des recherches qui avaient eu pas mal lieu pendant le week-end. Alors c'est quoi ces messages bizarres sur les forums? Quand vous gérez un forum, alors là, c'est une mine d'or pour les chercheurs sur un bug bounty. Et là, vos visiteurs et vos modérateurs, ils vont en prendre plein la tronche. Pourquoi est-ce que j'ai plus d'espace libre sur serveur? Ah oui, ça c'est une faille que je n'ai pas eu le temps de vous montrer, mais elle sera dispo sur Git. Je peux vous montrer comment remplir un serveur avec une PNG qui s'annonce comme faisant 1 méga, mais qui en fait fait 10 000 pixels par 10 000 pixels. D'accord? Donc en réalité, ça pèse 954 mégas. C'est une fois décompressé. Pourquoi on a ce serveur chelou qui s'est enregistré dans le Consul? Il n'est pas chez nous, il n'est pas sur une IP interne, et pourtant il fait partie de notre infrastructure apparemment. Ah, c'est celui d'un chercheur. Et enfin, celle-là je vous l'ai montré, pourquoi est-ce que ce Redis, il a comme master une machine qui n'est pas dans mon infra? Vous voyez, ça c'est le genre de choses auxquelles il faut se préparer, il faut préparer un peu tout le monde dans la société quand on ouvre un programme de bug bounty. Par contre, j'espère que durant ces 40 minutes de démo, vous aurez eu l'occasion de comprendre ce que je vous disais au début. On n'est pas des experts en sécurité, ce n'est pas notre métier, on ne sait pas faire. Mettons de côté notre orgueil, il faut qu'on soit capable,
quand on revient au bureau, de dire aux gens, mais attendez, la sécurité, en fait, on se dit que c'est cool, on pense que parce qu'on utilise Doctrine et qu'on ne laisse pas passer d'injection SQL, tout va bien, mais en fait, il y a des tas de vecteurs d'attaque que je n'ai pas eu le temps de vous montrer et qui sont pourtant présents dans nos applications. Donc, quand vous retournez à votre bureau lundi, c'est à vous d'aller porter le truc, c'est à vous de dire, il faut ouvrir un bug bounty, il faut faire des pentests, il faut y consacrer du temps. Et si jamais ça ne prend pas, n'oubliez pas qu'il y a le RGPD qui est en application depuis le 25 mai et qu'on n'est plus à une époque où des fuites de données, ou des failles de sécurité, on peut les planquer sous le tapis. Donc ça, c'est aussi à nous de faire porter ce message. Merci beaucoup. J'espère que vous aurez appris des choses. Donc, je suis vraiment désolé, on n'a plus le temps pour des questions. Par contre, je serai présent dans le coin et je serai ce soir à l'apéro. Donc, j'espère vous y voir. N'hésitez pas à me les poser. Et surtout, il y aura tout sur GitHub pour retrouver le code et voir un petit peu ce qui s'est passé.